L'Égypte ancienne était un ensemble d'agglomérations établies de part et d'autre du Nil. Le reste du territoire est désertique. Il faut donc irriguer. Ce fut probablement un des facteurs d'unification du pays pour creuser puis entretenir tout un réseau de canaux. Un pouvoir centralisé, pharaon, et une administration sont nécessaires à l'organisation du travail sur tout le territoire. L'existence du delta a engendré la division de l'Égypte ancienne en deux royaumes. La Haute-Égypte, au sud, avec l'élevage comme activité principale, cette région était plus rurale, avec peu de bâtis. La Basse-Égypte, au nord, près du delta, cette région pratiquait l'agriculture et était plus urbaine. L'établissement d'un territoire unifié et simultanément l'apparition de l'écriture marque le début de l'histoire vers 3150 avant Jésus-Christ et se développe en trois grandes périodes: l'Ancien Empire, le Moyen Empire et le Nouvel Empire, jusqu'à l'occupation grecque par Alexandre le Grand et Ptolémée en 332 avant Jésus-Christ. Puis il prend fin en 30 avant Jésus-Christ, lorsque l'Empire romain fait la conquête de l'Égypte. L'apparition de l'écriture hiéroglyphique date de 3100 avant Jésus-Christ. C'est une écriture composée d'environ 500 symboles pouvant représenter un mot, un son ou un déterminant. Le même symbole peut avoir plusieurs usages dans des contextes différents. C'était une écriture formelle, utilisée sur les monuments de pierre, dans les tombes et sur les papyrus. Il pouvait être écrit en ligne ou en colonne, dans les deux sens. Le nom de pharaon était toujours inscrit dans un cartouche. Pour l'usage courant, les scribes utilisaient une forme d'écriture cursive, appelée hiératique, qui était plus rapide et plus facile à écrire, toujours écrit de droite à gauche, habituellement horizontalement. Les villes aux frontières de l'Empire étaient bien fortifiées et organisées, alors que les villes et capitales au bord du Nil étaient dépourvues de murailles. La plupart n'étaient pas des villes proprement dites, mais des banlieues autour des temples et des résidences des pharaons. L'urbanisme égyptien, dans les villes comme Thèbes et Memphis, se caractérise par l'orientation nord-sud des édifices, sauf pour les temples qui ont une orientation est-ouest, suivant la course du soleil, des rues se croisant la plupart du temps à angle droit, la situation centrale des sanctuaires et des palais, l'introduction des surfaces d'eau dans la ville, et l'organisation en quartiers avec des maisons répétitives, typées pour chaque catégorie sociale, celui des hauts fonctionnaires, des petits fonctionnaires, des artisans, des marchands. Dans le village d'artisans de Der el-Médineh, proche de Thèbes et de la vallée des rois, les parcelles des maisons sont de forme allongée, avec le côté étroit sur la rue, afin de desservir le maximum de maisons. Il est composé de 68 maisons mitoyennes. Chaque maison, construite en briques crues sur des fondations de pierre, comprend 3 pièces en enfilade. Une entrée, une pièce de vie au plafond surélevé et percée de petites fenêtres laissant passer le jour, et une ou deux pièces donnant sur une cour équipée d'un four en argile et servant de cuisine. Ces cours étaient protégées du soleil par des canisses de roseaux. Enfin, les maisons étaient complétées par une cave destinée à maintenir au frais les denrées alimentaires. Le toit plat constituait un espace supplémentaire de couchage et de stockage. Comme on le voit dans les temples de Karnak et Luxor à Thèbes, ils sont conçus comme des espaces clos. Même s'il est d'une époque tardive, le temple d'Horus à Edfou en reprend la même organisation. Construits en pierre, ils sont entièrement décorés de sculptures, de hiéroglyphes et de bas-reliefs peints. Ils sont organisés en 4 parties principales: les 2 pylônes et la porte, parfois précédés d'une allée de sphinx et d'obélisques, la cour à colonnade ou cour péristyle, qui est un espace éclairé et accessible à tous, la salle hypostyle, accessible uniquement aux prêtres et à Pharaon, plus sombre. Elle est supportée par des colonnes dont la sculpture représente la végétation de l'environnement égyptien, avec des chapiteaux en forme de palmier, de lotus ou de papyrus. Et enfin, le sanctuaire, où repose la statue du dieu. C'est l'espace le plus écrasé, car plus on s'introduit dans le temple, plus la hauteur diminue. Le chemin axial est-ouest, qui mène de la cour au sanctuaire non éclairé,
reproduit le passage du jour à la nuit. Les temples sont au centre d'importants complexes religieux, entourés d'une enceinte sacrée au cœur des villes. Ceux-ci peuvent comporter d'autres chapelles et de nombreux entrepôts pour les offrandes des dieux. À cause de leur croyance en une vie éternelle après la mort, les Égyptiens considéraient les tombeaux comme les maisons de l'éternité. D'où l'importance donnée aux édifices funéraires construits en pierre par rapport aux habitations et aux palais construits en briques crues et en bois. L'évolution des édifices funéraires a suivi plusieurs étapes. Les mastabas sont les premiers édifices funéraires, constitués d'une maison symbolique, un massif de maçonnerie, et d'une petite chapelle au-dessus de la tombe, celle-ci étant accessible par un puits vertical. La pyramide à degrés du pharaon Djéser et la superposition de plusieurs mastabas vers 2600 avant Jésus-Christ. Ils vont faire prendre au tombeau de Saqqara la forme d'une pyramide à degrés. Celle-ci est entourée d'un fossé et d'un mur à colonnade intérieure définissant une importante esplanade, occupée par des temples funéraires, des chapelles et des entrepôts. Le plateau de Saqqara, face à Memphis, servit ultérieurement à des époques tardives de nécropole pour d'autres pharaons, des reines et des nobles, qui construisirent des pyramides et leurs temples funéraires. Les complexes des pyramides de Khéops, Képhren et Mykérinos, sur le plateau de Gizeh, se composent d'un temple bas, d'une chaussée, d'un temple funéraire, et de la pyramide elle-même, le tombeau. Le temple bas était relié au Nil. La chaussée couverte menait du temple bas au temple funéraire. Il était relié à la pyramide du roi. La pyramide de Khéops a une hauteur de 147 mètres et les côtés de la base font environ 230 mètres. Elle était recouverte de pierres de parement faites de calcaire blanc fin. Le plateau de Gizeh servit lui aussi de nécropole à des époques ultérieures. Les sépultures du Nouvel Empire se composent d'un temple funéraire sur la rive ouest de Thèbes et d'hypogées creusés sous la montagne dans la vallée des rois. Un des plus célèbres, malgré sa taille réduite, est celle de Toutankhamon, car elle a été retrouvée intacte. La plupart des autres tombes et pyramides, découvertes jusqu'à nos jours, ont été pillées parfois dès l'Antiquité. Un hypogée peut être profondément creusé dans la montagne. L'entrée est barrée par une porte qui sera murée après les funérailles. Le couloir, en pente douce, mène à la chambre mortuaire où se trouve le sarcophage. Des pièces annexes sont plus ou moins nombreuses. Elles sont destinées à recueillir le matériel funéraire qui devra permettre aux morts de vivre dans l'au-delà. Les parois des murs sont décorées avec des fresques et des inscriptions religieuses. Toutes ces représentations, bas-reliefs ou peintures, suivent des règles strictes, respectées dès les premières dynasties jusqu'à la chute de l'Empire en 30 avant Jésus-Christ. La première est l'absence de vide. Murs, plafonds et colonnes sont décorés d'images ou de textes. Les scènes sont disposées les unes au-dessus des autres. La perspective est volontairement ignorée. Les groupes de personnages sont juxtaposés. Ils ont toujours les mêmes proportions, mais leur taille varie suivant leur importance. Le corps humain est représenté suivant des critères précis, à la fois de face et de profil, permettant de montrer simultanément toutes ces caractéristiques. Qu'il s'agisse de bas-reliefs ou de peintures. Le premier travail consiste à préparer la paroi rocheuse ou le mur. On peut l'enduire de plâtre ou de pisé afin d'obtenir une surface lisse. Le dessin, étudié au préalable, est ensuite reporté et agrandi avec une mise au carreau afin de respecter les proportions. Effectué à l'encre noire, il est ensuite corrigé en rouge. Enfin, le sculpteur et le peintre prennent la suite. Les pigments utilisés sont à base minérale ou végétale, noir de charbon, blanc de chaux, ocre rouge et jaune, vert et bleu extrait de la malachite. L'artiste peint à la détrempe, c'est-à-dire à l'eau, additionnée d'un liant. L'Égypte nous a laissé de multiples sculptures divines, royales ou civiles, dressées à l'origine dans les sanctuaires ou les tombes. Placées dans le naos, les statues des divinités reçoivent un culte journalier. Elles sont représentées soit par leur forme humaine ou hybride, soit par l'animal auquel ils étaient associés.
Des statues royales ou de particuliers sont aussi déposées dans les temples funéraires. Souvent, Pharaon fait dresser devant les pylônes des temples ou dans la cour hypostyle des colosses à son image. Les sculptures sont réalisées dans les matières les plus diverses: pierre, bois, faïence et bronze. Le peintre le plus souvent les colore. Quant aux yeux, ils sont parfois réalisés en pâte de verre ou en quartz et incrustés dans la statue. Elles peuvent être de toute taille, de quelques dizaines de centimètres à plusieurs mètres de haut. Cependant, les caractéristiques persistent. La représentation de face et verticale, debout ou assis, est une règle presque absolue. L'homme est presque toujours représenté dans la force de l'âge, en un portrait idéalisé.